Eh bien, bienvenue à tous dans ce cinquième Space Cake. Aujourd'hui, on va parler Cross-Input Signature Aggregation, et qui désigne en fait le fait d'agréger les signatures de tous les inputs d'une transaction en une seule pour réduire la taille de la transaction, grosso modo. Et du coup, avant de parler un peu plus de ça, Panta va nous faire un petit résumé de ce dont on a parlé la semaine dernière, d'Entroute, qui est un peu porteur de CISA, qui pourrait permettre CISA, on va dire. À toi, Panta. Ok, bah bonjour à tous déjà. CISA pour Cross Input Signature Aggregation. Une des difficultés qu'il y a actuellement avec CISA, c'est que si on l'implémentait tel quel aujourd'hui, en gardant le même système de script, y compris Taproot, hein, on ne pourrait pas faire de soft fork après CISA. Alors là, faut revoir un peu donc les liens qu'avait mis Lounès sur Twitter. Dans les premiers liens, il y a des discussions sur pourquoi le système de script actuel n'est pas compatible avec CISA quand il s'agit de faire des soft forks. Donc on va essayer de réexpliquer rapidement la raison et puis après je vous parle rapidement d'Entrout qui est une solution à ce problème-là, donc qui est un prérequis avant de pouvoir implémenter CISA. Donc aujourd'hui, quand on veut agréger des signatures ou des clés publiques, puisqu'il va falloir agréger des clés publiques aussi, bah, pour ça, il faut qu'on trouve quelle est la clé publique et la signature à agréger. Or, aujourd'hui, cette clé publique et cette signature est dans le script Bitcoin. Donc, il faut interpréter le script pour pouvoir trouver la signature et la clé publique. Le problème, c'est quand aujourd'hui, pour faire des soft forks dans le script Bitcoin, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les OP success. Donc les OP success, ce sont des opcodes qui aujourd'hui sont interprétés comme des codes pour dire la validation est a réussi. Donc c'est-à-dire par exemple, bah, vous avez un opcode, je sais pas, enfin, il n'y a pas d'exemple parce que je ne connais pas les opcodes OP Success aujourd'hui, mais dans Taproot, quand vous avez un opcode qui est inconnu par le nœud aujourd'hui, dès qu'il va le voir un tel opcode, il va dire bon bah j'arrête la validation et la validation a réussi. Donc il ne fait plus rien, il s'amuse pas à regarder le reste du script, il s'arrête et il dit ça, c'est une dépense valide. Ça veut dire que la dépense en question, il n'y a pas besoin de signature ou de clé publique ou de check template verify ou je sais pas quoi. Euh, la signature, la dépense est valide, c'est un anyone can spend. Donc n'importe qui peut dépenser cette sortie de transaction avec un script qui a un OP success. Donc évidemment, c'est très dangereux aujourd'hui de faire des transactions comme ça, hein, parce que si on fait une transaction à partir d'une UTXO que n'importe qui peut dépenser, évidemment, le mineur peut modifier, créer une transaction concurrente qui va dépenser l'UTXO pour la récupérer pour lui-même. Donc, évidemment, c'est pas safe. Et donc, aujourd'hui, si vous utilisez ce tel type d'opcode, ce ne sera pas diffusé dans le réseau. En fait, les nœuds, pour protéger la personne, ne vont pas, vont dire que cette transaction est non standard, ils ne vont pas la diffuser dans le réseau. Bon, donc ça, c'est des codes qui existent aujourd'hui dans Taproot et qui sont réservés à un usage futur. C'est-à-dire que dans le futur, on pourra dire, bah, en fait, cet opcode qui était un OP success, maintenant, on l'interprète comme quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, ça peut être un OP check template verify, par exemple. Donc, c'est-à-dire que on va interpréter cet opcode, regarder s'il y a quelque chose après qui nous intéresse vis-à-vis de l'interprétation de cet opcode, et ça va restreindre le champ des transactions valides qui dépensent cet UTXO. Donc si par exemple l'opcode qui sera utilisé pour implémenter check template verify aujourd'hui c'est un OP success, donc quelle que soit la transaction, quel que soit ce qui vient après un tel opcode, un nœud aujourd'hui avec les versions actuelles, il arrête la validation et il considère que la dépense est valide. Dans le futur, potentiellement, un nœud dira ah non, 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 moi, je suis en train de checker le code OP check template verify là, et donc je vais vérifier des choses dans la transaction en fonction de ce qui vient après.
Et donc, on a restreint l'ensemble des transactions valides. Ça permet donc de faire une soft fork. Parce qu'une soft fork, c'est quand on restreint l'ensemble des transactions valides, des dépenses valides. Et donc, on voudrait pouvoir conserver cette caractéristique-là une fois qu'on a implémenté Cross-Input Signature Aggregation. Et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, les OP Success arrêtent le processus de validation. Le nœud ne fait plus rien. Une fois qu'il voit un OP Success, il dit juste, bon, bah, c'est bon, la transaction, c'est une dépense valide et je ne fais plus rien. Et potentiellement, la clé publique étant elle aussi dans le script, eh ben, elle est après dans le script. Donc, c'est-à-dire que par exemple, il y avait un OP check template verify ou je ne sais pas quoi, puis après, il y a une branche if ou un check sig quelque part. Et donc, il va y avoir une clé publique quelque part. Et cette clé publique, les nœuds qui comprennent le code l'opcode OP check template verify, par exemple, eh bien, ils vont l'ajouter pour pouvoir l'agréger avec les autres clés publiques ainsi que la signature. Sauf que les anciens nœuds, eux, ils auront arrêté la validation, et donc ils vont rien agréger du tout. Et donc du coup, on va se retrouver avec un split du réseau. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut, enfin voilà, on peut plus faire de soft fork parce que les clés, on ne peut plus être sûr d'avoir les mêmes clés publiques à agréger et donc être tous d'accord sur quelle est la signature agrégée qui est valide pour cette transaction dont on aura agrégé les signatures. Donc ça, c'est le problème qui est décrit dans les quelques liens que Younes avait partagés sur Twitter avant le space. Et donc c'est hyper bloquant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'a pas CISA, c'est ça. C'est que si on implémente CISA aujourd'hui, il n'y a plus de soft fork possible. Donc évidemment, c'est un deal breaker. C'est pas possible d'envisager quelque chose comme ça. Parce qu'on ne sait jamais, on aura besoin de faire des soft forks dans le futur. Voilà, donc ça, c'est le problème. Mais on a des solutions. Et Entroot est une solution. Donc Entroot, ça va aussi avec ce qu'on appelle JRoot, par exemple. Et donc c'est une nouvelle façon d'organiser les scripts. Et notamment, c'est une manière qui réserve un traitement particulier pour ce qui est de la clé publique et de la signature. En fait, intuitivement, vous pouvez vous dire, OK, bon, bah, les opcodes de Bitcoin, ils checkent des choses assez simples, mais l'opcode qui permet de checker une signature, c'est quand même un opcode qui est très complexe, en fait. Ça fait de la cryptographie, ça fait des opérations très compliquées sur une courbe bien particulière, ça décode une clé publique qui est encodée d'une certaine façon. Enfin voilà, c'est un opcode qui est très complexe. Et le fait d'avoir mélangé ça avec d'autres conditions de dépense, bah, en fait, ça rend très difficile la manipulation des clés publiques et des signatures. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à implémenter CISA. Et donc, l'idée de Entroot, c'est de dire, en fait, plutôt que de considérer qu'un script, c'est des conditions de dépense, dont potentiellement une signature, en fait, on va demander une signature pour pouvoir utiliser un certain script. Donc, en fait, le script, il va être identifié avec une clé publique. Donc, dans Entroot, il y a un système de hachage d'un script vers une clé publique, donc vers un point de la courbe en fait. Et à cela, on ajoute une autre clé publique et en gros, on va pouvoir tester, on va pouvoir montrer au nœud que ce script, en fait, il est associé à telle clé publique compagnon, on appelle la companion key en général. On va pouvoir signer pour cette clé publique et ça va ça va prouver on s'autorise à dépenser d'après ce script de validation-là. Et ensuite, on satisfait le script de validation. Donc, quelque part, ça permet, là où le mast de Taproot permet de faire des ou logiques entre les différentes conditions de dépense qu'on peut utiliser, le entroot ou le jroot permet d'ajouter un et logique entre un script et une signature numérique. Et donc, du coup, bah, ça permet de donner ça permet juste un formatage particulier de la transaction où on laisserait une place bien particulière à la clé publique. Donc, par exemple, on aurait un champ dans un champ spécial dans la transaction réservé à la clé publique que l'on compte utiliser pour lequel on va donner une signature. Et comme on a un champ spécial, eh bien, même si notre nœud venait à changer de version, s'il y avait une soft fork, une différence d'interprétation du script, eh bien, ça ne change rien. La partie clé publique signature a été déportée ailleurs. Ce n'est plus traité par le script. Et donc, on peut faire ce qu'on veut avec le script maintenant. On peut continuer de faire nos soft forks sans problème. Voilà, donc c'est pour ça que, entre autres, ou une solution dans ce genre-là, c'est le nom actuel, peut-être que ça changera de nom, peut-être que d'autres solutions seront proposées.
Mais Entroot, c'est une solution élégante à ce problème-là. Et ça permettra dans le futur d'implémenter CISA. Donc manifestement, il faut s'attendre à ce que ce soit implémenté en même temps, je pense. Mais voilà, c'est un gros morceau, ça va changer beaucoup de choses dans la manière de faire le script dans Bitcoin, mais c'est un prérequis absolu pour pouvoir parler de CISA. Et donc déjà, ça prouve que c'est possible de faire CISA, c'est une bonne nouvelle déjà. Et donc après, là, on va pouvoir commencer un petit peu à discuter de ce que c'est que CISA exactement. Mais déjà, est-ce qu'il y a des questions un petit peu sur Entroot déjà, ou sur ce que je viens de raconter dans le principe déjà? Que c'est clair, ces histoires d'OP Success, tout ça? Ouais, n'hésitez pas, tout le monde, à demander la parole en bas à gauche, hein, pour poser des questions, intervenir, c'est complètement libre. Bon, donc je sais pas s'il y a des questions, mais voilà, c'est important de comprendre cette histoire d'opcode OP Success qui est vraiment bloquant pour l'implémentation de CISA. Mais bon, voilà, les idées sont là. Il n'y a plus qu'à les implémenter, les tester. Enfin voilà, il y en a pour bien quelques années, hein, vous vous en doutez bien. Donc là, on parle de quelque chose qui arrive à très long terme. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler de qu'est-ce que c'est que CISA dans le cas de Bitcoin. Parce que en fait, quand on J'ai dit, peut-être une question, vas-y. si je peux te couper. C'est quoi OpNop? J'ai pas bien compris ça. Alors, OpNop, c'est des opcodes assez vieux d'ailleurs en général, euh, qui ont été implémentés pour la logique inverse. Et donc, du coup, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais OpNop, ce sont des codes qui arrêtent la validation et considèrent la dépense comme invalide, ou quelque chose de ce type-là. Je suis pas complètement sûr, mais c'était beaucoup moins bien pour faire les soft forks, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Taproot fait que des OP Success pour tous Ouais, les opcodes qu'il connaît ouais, pas. il me semble que c'est ça, et à chaque fois qu'il y avait un nouvel opcode, en fait, ils attribuaient un ancien opnop, parce qu'il me semble que tu as OPNOP 1, OPNOP 2, etc. Et que quand ils rajoutaient des opcodes, et ben, ils les attribuaient, en fait, ils les remplaçaient. Il me semble que c'était Ouais, un truc comme ça. c'est un truc comme ça, et c'est assez bizarre parce que en fait, du coup, de facto, ça fait que c'est pas des soft forks, mais des hard forks, des hard forks en fait, quand tu transformes un opcode comme ça. Mais pour ça que je suis pas complètement sûr que ça rende la validation complètement impossible, parce que sinon, ça forquerait le réseau à la moindre soft fork. Mais disons que c'était des opcodes qui étaient censés être réservés pour un usage futur, mais en fait, c'était mal réfléchi. Et en fait, ils sont pas très bien pour ça, quoi. Mhm. Mais donc, c'est les anciennes versions. Le script natif de Bitcoin, il a plutôt des OpNop que des OP Success. C'est que le Segwit version 1 qui commence à avoir que des OP Success, en fait. En fait, c'est l'innovation de Taproot, les OP Success, il me semble. Les OP Success partout, j'entends. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Ça a été introduit en même temps. Ouais. Donc Ok, c'est aussi un avantage de Taproot, c'est de pouvoir permettre des soft forks facilement, hein, encore plus que Segwit, que me permettait déjà. Voilà. ok, bah nickel. Et bah du coup, Panta, qu'est-ce que c'est CISA et pourquoi est-ce que tout le monde le veut absolument? C'est Alors, parti. c'est parti. Bon, donc avec Taproot, on sait qu'on peut agréger des signatures, notamment grâce à la linéarité de la signature de Schnorr. On peut facilement agréger les signatures parce que donc la propriété de base des clés publiques et des clés privées, c'est que la clé publique de la somme de deux clés privées, c'est égal à la somme des clés publiques de chacune des clés privées de départ. Donc ça, c'est vrai tout le temps, je le rappelle. Mais Schnorr fait en sorte qu'une signature pour la première clé publique et une signature pour la deuxième clé publique, quand on les additionne, ça fait une signature pour la somme des deux clés publiques, donc la clé privée qui serait la somme des deux clés privées de départ. Donc le fait qu'on ait cette propriété de linéarité des signatures fait que c'est facile d'agréger les signatures. Donc quand on parle d'agréger, voilà, c'est vraiment sommer les deux nombres pour en faire un seul nombre unique. Et donc du coup, à la place d'avoir deux signatures, on n'en a qu'une seule. Et donc ça, c'est ce qui a motivé l'idée de Musig derrière. Donc ça, Musig, évidemment, on en a déjà parlé, donc il y a un space cake là-dessus. Euh, mais en gros, on va réutiliser Musig. Donc ça, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui plus encore qu'avant. Mais Je déjà, je peux en pense qu'il y a profiter, j'ai une petite question. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire sur CDSA, cette agrégation de signatures?
Alors, C'est à cause c'est à cause du H? c'est à cause du K puissance -1, donc c'est à cause de l'inversion modulaire qui est nécessaire pour calculer dans la nouvelle coordonnée X en fait, du point que tu utilises dans le CDSA. En fait, dans le Ok. CDSA, c'est le K puissance -1 qui fait que bah, du coup, quand tu vas vouloir commencer à additionner les signatures ou des choses comme ça, bah, comme la fonction inverse ne se comporte pas très bien vis-à-vis de l'addition, bah, ça se passe pas très bien à la fin. Je sais pas si ça répond à ta question à peu près. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Merci. Ok, voilà, donc voilà une raison pour laquelle avant, déjà dans le CDSA, on n'en parlait pas trop. Même si effectivement, il y a bien moyen de faire des protocoles interactifs pour créer des signatures communes. Ça reste possible, mais c'est juste beaucoup plus compliqué du coup à cause de ce K puissance -1, de cette inversion modulaire. Voilà, donc moi déjà, avant de commencer à rentrer un peu dans ce que ça va être techniquement CISA, comment ça va être implémenté, je voudrais déjà dire que quand on parle de cross-input signature aggregation, il y a différents niveaux d'agrégation. Donc, MUSIG dont on a parlé, c'est une manière d'agréger des signatures qui sont dans le même script. C'est-à-dire qu'à la place d'envoyer des signatures et des clés publiques correspondant à un multisig, grâce à MUSIG, vous ne pouvez envoyer qu'une clé publique et une signature. Donc c'est déjà une forme d'agrégation. Sauf qu'elle n'est pas cross-input, elle est que pour one input, quoi. C'est une one input signature aggregation, si on veut. Donc MUSIG, c'est déjà une forme d'agrégation de signatures. Donc là, le BIP vient d'être proposé. Donc on va voir petit à petit cette chose-là arriver déjà. Mais il y a un deuxième niveau sur lequel on peut agréger, donc cross-input, c'est on peut agréger les signatures de toutes les entrées d'une transaction. Et donc là aussi, on va certainement utiliser MUSIG 2, mais ça va être un petit peu différent. On va vouloir agréger les signatures de toutes les entrées en même temps, et on va vouloir faire vérifier des choses par les full none. On en parle après. Et il y a un dernier niveau, c'est l'agrégation de toutes les signatures, de toutes les transactions qui ont des signatures agrégées de tout un bloc. Donc l'idée, ce serait qu'un bloc, vous n'avez aucune signature à valider, sauf une qui serait dans l'entête ou dans un endroit spécial réservé, qui vous permet de vérifier que toutes les dépenses de toutes les inputs du bloc qui nécessitaient une signature, eh bien, la signature a bien été fournie et agrégée dans le résultat final, qui est pour tout le bloc. Et donc, on va parler là de tout ce qui est agrégation au niveau de la transaction, de toutes les inputs au niveau de la transaction, et on va un petit peu discuter aussi de l'agrégation pour toutes les transactions du bloc, parce qu'il y a aussi des choses qui sont faisables. Donc, on va commencer déjà par l'agrégation au niveau de la signature. Donc, si on a notre système à la entre-route ou des choses comme ça, on sait que pour chaque input, on va avoir une clé publique et une signature qui est valide pour cette clé publique. Et donc, du coup, on pourrait utiliser MUSIG pour calculer une clé publique pour toutes les clés publiques des inputs et les combiner les signatures qui ont été données pour chaque input pour créer une signature pour cette clé publique agrégée. Et plutôt que de devoir écrire dans la blockchain toutes les clés publiques et toutes les signatures, eh ben, on écrit que la clé publique agrégée et la signature agrégée. Bon, alors évidemment, ce serait bien si on pouvait faire ça directement, mais c'est pas possible. En fait, MUSIG, c'est une agrégation qui est complète. C'est-à-dire que quand j'ai N signatures, je peux agréger les N signatures en une seule signature. Et quand j'ai N clés publiques, je l'agrège en une seule clé publique. Et donc, du coup, là, dans le cas de MUSIG, il y a une interaction. C'est-à-dire que du coup, il va falloir, si on veut faire de la cross-input signature aggregation au niveau de la transaction qui soit complète, il va falloir que les différentes personnes potentielles qui dépensent les inputs interagissent ensemble pour pouvoir créer la clé publique agrégée, enfin la signature agrégée, notamment. Parce que en fait, la clé publique, elle va être calculée par les full nodes. Tous les full nodes vont pouvoir, grâce à un système à la entre-route, ils vont associer à chaque input une clé publique pour laquelle il va falloir fournir les signatures. Et ils peuvent agréger tous ensemble avec un système à la MUSIG, ils peuvent calculer une clé publique agrégée pour l'ensemble de toutes les inputs, de toutes les clés publiques des inputs. Exactement la même formule que ce qui est utilisé dans MUSIG 2.
Et donc, on obtiendrait une clé publique. Et si on avait une signature pour cette clé publique agrégée, eh bien, on pourrait considérer que c'est une signature qui prouve que la dépense de toutes les inputs, toutes ces dépenses-là ont été validées, puisque bah, c'est le seul moyen de créer cette signature agrégée. Et évidemment, on ne peut pas se contenter de prendre chaque signature dans les inputs et de les sommer. Et la raison pour laquelle on ne peut pas faire ça, c'est à cause des nonces particulièrement. Les nonces vont poser problème parce qu'il va falloir, un petit peu comme ce qui a été discuté dans Musique 2, il va falloir créer une interaction pour s'accorder sur les nonces qu'on doit utiliser et créer les signatures partielles avec les nonces qu'on a décidé d'utiliser pour pouvoir avoir un nonce et une signature à la fin et utiliser ça pour valider l'ensemble des dépenses dans une transaction. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué, c'est que ça veut dire que si on oblige toutes ces transactions à utiliser du cross-input signature aggregation, il va forcément y avoir des interactions supplémentaires entre les différents propriétaires des différentes inputs. Alors, ce n'est pas vraiment un problème lorsqu'on parle d'input possédé par une seule personne, puisque cette personne, elle peut facilement interagir avec elle-même pour créer la signature agrégée. Mais quand il y a plusieurs personnes, bah, ça va nécessiter un peu plus d'interaction. Après, en général, les transactions collaboratives, comme ça, on peut supposer que les personnes interagissent ensemble au départ. Mais voilà, c'est ça la contrainte déjà. Donc cette agrégation de signatures, elle est déjà très très intéressante parce que par exemple pour les conjoins, comme les conjoins sont des transactions collaboratives qui vont impliquer un certain nombre d'inputs, eh bien pouvoir agréger toutes les signatures de toutes les inputs en une seule pour la transaction, ça permet de payer beaucoup moins de frais parce que du coup, tout ça, c'est des signatures et des clés publiques que je ne conserve pas dans la blockchain. Les clés publiques, je les déduis des inputs automatiquement et les signatures sont toutes agrégées. Et donc, à la fin, j'ai juste une signature à ajouter pour valider tout. Voilà, donc déjà, ça, c'est des gros avantages de CISA sur la privacy, c'est que ça rendrait les CoinJoin beaucoup moins chers. Par contre, il faut bien réaliser que ça ne change strictement rien aux heuristiques qui sont utilisées par Chain Analysis. Parce que, in fine, on voit quand même une transaction, on sait très bien quels sont les UTXO qui ont été dépensés, et on sait très bien qu'est-ce qu'elle signe, exactement, quels outputs. Donc, il y a aucun gain en termes de privacy autre que de dire bah, les CoinJoins seront moins chers. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres remarques à ajouter sur ce qu'ils savent sur CISA, mais voilà, techniquement, l'idée, c'est de faire un MUSIG entre les différentes inputs. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais te demander sur le CoinJoin, est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'on perd la custodie à un moment? Tu vois, au niveau des interactions, là, actuellement, tu perds jamais la custodie quand tu fais un CoinJoin. Tu ne peux pas modifier la signature d'un des participants une fois qu'il a transmis son truc. Est-ce que avec CISA sur un CoinJoin, il y aurait cette perte de custodie partielle à un moment au niveau de, par exemple, de celui qui fait l'agrégation? Alors normalement non, parce que en fait, du coup, c'est juste que par contre, tu vas avoir besoin de voir la transaction complète certainement avant de la signer, alors que je pense que dans certains CoinJoin, tu ne la vois pas. Je suis pas complètement sûr de ça. Mais concrètement, ça change rien. Tu peux avoir un système à la musique 2 où les nonces sont précalculés ou des choses de ce type-là. Et en gros, après, enfin, dans les CoinJoin actuellement, en gros, tu dois signaler avec je sais que je connais pas exactement ce protocole-là, mais je crois que c'est ZeroLink le nom, un moyen de signaler quels sont les UTXO que tu possèdes et dire bon bah voilà, moi je suis prêt à la dépenser pour ce CoinJoin. Et ensuite, bon, bah, le coordinateur va créer la transaction. Et une fois que tu as la transaction, toi, tu te contentes d'envoyer une signature partielle qui sera agrégée. Il y aura des opérations qui seront faites sur la signature. Mais cette signature, bah, on peut pas lui faire valider autre chose que la transaction que tu as validée. Ça, c'est sûr à 100% par contre. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, c'est ça, tu peux pas modifier les outputs, typiquement. Non, tu peux pas modifier les outputs. Ok. Bonsoir. Je voulais revenir sur un point tout à l'heure. Euh, je pense que, enfin, pour moi, l'absence de linéarité de ECDSA, c'est parce que en fait, on a H plus la clé privée multipliée par le nonce, et c'est une fonction affine, en fait, qui n'est pas linéaire. Et après, on multiplie par l'inverse de K,
Et ça, pour moi, ça reste linéaire. En fait, on multiplie par une variable, voilà, et en fait, ça reste une multiplication, ça reste linéaire. Par contre, ce n'est pas linéaire à cause, je pense que la personne qui avait posé la question, pour moi, elle avait raison. On va dire, c'est le plus h qui fait que c'est pas linéaire parce on a une fonction affine. Hmm. C'est vrai que oui, effectivement, il y a un plus à la place d'un produit. Donc ça peut aussi poser problème. Mais c'est que du coup, c'est une fonction affine. Voilà, En on a plus, ax plus derrière, b en fait, en gros, au mais lieu de. en plus, derrière, tu viens lui mettre l'inverse du nonce. Et je pense que c'est la combinaison des deux qui fait le problème, non? Pour moi, c'est juste Hmm. Ouais, non, ça doit pouvoir être l'addition en traité, fait qui casse la effectivement. linéarité parce qu'on fait en fait, on a ax plus b et le plus Ouais, b fait qu'on est plus linéaire en fait. Parce ouais, qu'après, ça en doit fait, être. on fait qu'une multiplication et ça reste linéaire, on va dire. C'est juste, voilà, donc c'est comme si c'était le plus h qui casse la linéarité Ouais, dans d'accord. TDSA. Hmm. C'était Je suis juste d'accord, ça... ça, la petite remarque. ouais, je suis d'accord, ça pose problème aussi, effectivement. Je pense que l'inversion, ça joue aussi, hein. Je suis pas complètement sûr. Hmm. A priori, si les signataires ont le même cas, enfin, ils peuvent aussi, d'ailleurs, il y a des schémas où ils multiplient leurs cas entre eux, je crois. D'accord. Oui, ça, ils peuvent Ouais, multiplier entre eux avec l'inversion, ça va. en gros, c'est juste une multiplication, donc ça reste linéaire, en fait. Et le -1, bah, on prend l'inverse, mais ça reste un nombre, en fait, enfin, un entier du champ. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que mine de rien, la multiplication par k-1, elle te pose quand même problème parce que effectivement, va falloir multiplier les cas entre eux, mais normalement, les petits cas, tu les transmets pas. Parce que c'est tes nonces. Enfin, après, Ah, mais de toute façon, on fait jamais avec CDSA parce que c'est pas linéaire. Mais oui, c'est juste non, pour non, dire mais que ça vient de l'addition, en fait, qui est présente dedans ouais, et ouais, qui mais ressemble un peu pour au moi, principe c'est du vraiment cas. l'addition combinée avec le cas qui t'emmerde, hein. Je pense que c'est les deux en même temps, en fait. Je sais pas si c'est. Mais je suis d'accord que le H en addition, ça pose aussi problème de base, ouais. Bon, ok, oui. Je, je, je pense que c'est réaliste de dire aussi que c'est ça, ouais. Après, j'ai jamais trop creusé le CDSA parce que bah c'est pas le futur, quoi. Mais ouais. Oui, c'est sûr. Et par exemple, être DSA, c'est plus sympa. Ouais, voilà, ça c'est déjà un peu plus sympa, effectivement. Bon, voilà, je sais pas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette histoire de d'agrégation, mais au sein d'une transaction déjà? Donc là, c'est une agrégation qui est dite complète, et on va voir que pour les transactions, quand on veut agréger les signatures de plusieurs transactions différentes au sein d'un bloc, là, on va pas pouvoir faire une agrégation complète. Par contre, on va voir ça. Bon, bah, du coup, je vais discuter un peu le deuxième point, donc qui est l'agrégation des signatures de différentes transactions. Donc là, le cadre est différent parce que là, on imagine que les transactions, elles ont été créées, elles ont été diffusées, et maintenant le mineur, il veut créer son bloc. Et là, on aimerait que le mineur, il agrège les signatures des transactions. Sauf que vous vous rappelez que dans MUSIG 2, il y a interaction entre les parties. Sauf que là, le mineur, il peut pas faire interagir les parties qui ont signé les différentes transactions parce qu'il sait pas qui c'est. Bon, parce que évidemment que c'est pas l'objectif de savoir qui c'est, mais donc c'est pas possible on est dans un cadre non interactif. Et donc là, quand on est en cadre non interactif, on ne peut pas faire une agrégation complète, on ne peut faire qu'une agrégation, une semi-agrégation. En fait, concrètement, pour rentrer un peu dans le détail, la signature de Schnorr, c'est une signature qui est en deux parties. C'est un point sur la courbe, qui est le nonce, en fait, qui est issu du nonce, et euh, un nombre sur 256 bits, qui est en gros une sorte de partie secrète de la signature. C'est la signature qui est obtenue à la fin de l'algorithme de signature. Alors que le nom, s'il est obtenu dans une étape intermédiaire, c'est juste un tirage aléatoire. Et en fait, quand on parle de l'agrégation de plusieurs signatures de Schnorr sur des messages différents, parce que bah, les transactions, ce sont des messages différents qui sont signés, c'est déjà le cas sur
on pouvait s'arranger pour que ce soit pas le cas sur les inputs, on peut pas s'arranger comme ça sur les transactions. Et bien du coup, le problème, ça va être qu'on va bien pouvoir sommer ensemble la partie secrète de la signature, mais on ne va pas pouvoir sommer les nonces et considérer que c'est terminé. Et donc en fait, on va être obligé, dans le cas de l'agrégation sur l'ensemble du bloc, de conserver tous les nonces qui ont été utilisés. Par contre, on va pouvoir combiner ensemble toutes les parties secrètes des signatures, faire une somme et considérer ça pour le bloc entier. Donc le mineur pourrait faire ça. Et la conséquence de ça, c'est que du coup, les signatures, elles seraient divisées par 2 en taille, les signatures par transaction. Donc là où l'agrégation via MUSIC dans une même transaction, ça va faire une signature pour toutes les inputs de la transaction. Dans le cas d'une agrégation sur l'ensemble du bloc, le mieux qu'on puisse faire, c'est réduire la signature d'une transaction à son nonce uniquement. Et le reste de la signature, il est agrégé dans tout le bloc. Et donc c'est pour ça qu'on parle de semi-agrégation, half aggregation, qui est utilisé comme terme par les cryptographes de Blockstream. Et bon, donc du coup, tout ça, ça rend les signatures encore moins chères, mais l'efficacité, c'est qu'une division par 2. Alors que dans le cas de signatures au sein d'une transaction, quand il y a beaucoup d'inputs dans une transaction, il y a moyen d'économiser beaucoup plus de place. Voilà. Donc là-dessus, je sais pas si je suis pas allé dans le détail de pourquoi on peut sommer que les parties secrètes et pas les nonces, mais je sais pas si c'est vraiment voilà, nécessaire. Mais tout ça pour dire que tout ça, ça va permettre de faire économiser de la place de bloc. Ça va rendre le coût un truc que vous avez peut-être vu, c'est que dans SegWit, les la partie witness de la transaction, donc la partie qui correspond aux signatures, à la validation du script par celui qui dépense, elle a un facteur 4, c'est-à-dire qu'elle est 4 fois moins coûteuse par byte que le reste de la transaction. Donc la partie interprétée par Segwit est 4 fois moins coûteuse. Et en fait, ce nombre 4, il avait été choisi pour faire en sorte que, euh, pour équilibrer le prix que ça coûte de consolider des inputs versus le prix que ça coûte de créer des UTXO, donc de créer plus de sorties. Donc cet ajustement par 4, il a été choisi de façon à ce que les inputs soient assez peu chers à dépenser, de façon à ce que l'UTXO7 réduise en taille automatiquement dès lors que les wallets veulent minimiser les frais qu'on paye. Et donc là, ça rend les inputs encore moins chers, parce que les signatures, ça ne concerne que les inputs. Et comme là, on agrège toutes les signatures et qu'on ne doit pas payer pour les signatures agrégées, on ne va pas payer que pour, on va pas payer à l'unité de signature agrégée, on paye le prix d'une signature agrégée, eh bien, ça réduit encore fortement le prix des inputs, et donc ça incite encore plus d'un point de vue économisé du point de vue des frais pour les wallets, ça incite encore plus à consolider les UTXO. Donc ça, l'incitation à consolider les UTXO, c'est pas très bon pour la privacy à ce niveau-là. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça peut faire réduire la taille de l'UTXO7, qui est de la donnée incompressible pour un full node qui doit conserver en mémoire pour faire la validation. Donc ça peut être une opportunité pour ça. Et si on décide que faire réduire l'UTXO7 aujourd'hui, c'est pas nécessaire, on peut aussi se dire que ça peut être de l'espace supplémentaire pour mettre plus de transactions dans les blocs. Donc une sorte d'augmentation de taille de bloc virtuelle, un petit peu comme ce qu'avait fait Segwit. Ou on peut décider au contraire de faire une réduction de la taille des blocs pour en profiter pour renforcer la décentralisation du réseau. Voilà, donc CISA, c'est très bien pour ce qui est de rendre la vie plus facile à des full nodes, pour ce qui est d'économiser des frais du coup pour les utilisateurs. Après, au niveau de la privacy, ça n'apporte pas grand-chose parce que même l'agrégation par bloc, ça ne supprime pas la notion de transaction. On peut quand même continuer d'utiliser toutes les heuristiques du type toutes les inputs d'une transaction appartiennent à la même personne ou ce type de choses-là. Et ça ne supprime pas les inputs, ça ne supprime pas les outputs, on peut toujours tout relier ensemble. Donc au niveau de la privacy, faut pas ça a été un petit peu survendu à ce niveau-là. Par contre, l'avantage, c'est que ça rend les CoinJoin très intéressants. On pourrait imaginer que
y ait des systèmes pour faire plus de transactions collaboratives, puisque ce sera encore moins cher que de faire des transactions simples, potentiellement. Maintenant, c'est pas facile à faire. Mais voilà, c'est pas non plus la panacée en termes de privacy. Mais on pourra discuter de ce que font certaines autres crypto-monnaies pour la privacy en termes d'agrégation de signatures. Mais déjà, je voudrais voir s'il y a des questions ou des choses comme ça. Alors, je vois que là, il y a une liste. Ouais, du coup, on pourrait d'abord agréger au niveau de chaque transaction et après faire une alpha aggregation de toutes ces signatures agrégées. Oui, c'est ça, on pourrait faire les deux niveaux en même temps. Euh, dans le lien, le GitHub que tu as mis en lien, en gros, ils ont la partie Alpha Aggregation qui correspond juste à l'agrégation de toutes les signatures en non interactif, la Alpha Aggregation, donc l'agrégation où on supprime toute la partie secrète des signatures, qu'on les agrège ensemble et on garde que les nonces. Donc ça, déjà, ça ferait une économie parce qu'on pourrait le faire sur toutes les inputs, littéralement, sans discrimination de si c'est dans une transaction ou pas. La full aggregation, c'est la partie qui correspond à l'agrégation de toutes les signatures au sein d'une même transaction en une seule signature, qui là, du coup, a une taille, peu importe, à la même taille, peu importe le nombre d'inputs qui sont agrégés ensemble. Et là, c'est une économie encore plus forte parce que il y a généralement plus que deux inputs dans une transaction. Et puis après, tu peux faire les deux en même temps. Donc, tu peux d'abord forcer les personnes à faire des signatures, une seule pour toute la transaction, donc une signature agrégée, et après agréger l'ensemble des signatures déjà agrégées en half aggregation dans tout le bloc. Et donc là, tu obtiens une très forte économie sur la taille des blocs en bytes. Tu as une économie, d'après leur chiffre là, de 33%. Voilà. Ok pour la taille et au niveau du compute, ça donne quoi? Alors, là, c'est un poil plus compliqué parce que je saurais pas dire à quel. Mais je pense, enfin, je saurais pas dire. Déjà, le fait de supprimer le fait qu'on puisse complètement supprimer l'opcode OP checksig, ça c'est pas mal parce que on va pas. Du coup, ça permet d'éviter d'avoir à checker plusieurs signatures. Mais ça en soi, Musig te l'apporte déjà. Après, c'est surtout que l'addition de clés publiques, c'est pas très coûteux, mais enfin, je crois pas que ce soit très coûteux, mais faire un check de signature, là, ça l'est plus parce que dans le check de signature, l'équation de vérification de Schnorr, c'est de prendre la clé publique associée à la partie secrète de la signature dont j'ai parlé, là, dans Schnorr, et donc prendre la clé publique d'une potentielle clé privée, ça, c'est un peu plus coûteux que de juste faire la somme de deux clés publiques. Donc, l'agrégation en elle-même, en termes de compute, ça doit pas être très important. Et le fait, par contre, qu'on n'ait qu'une seule vérification de signature à faire par transaction, voire sur tout le bloc, ça, c'est très intéressant pour le coup en termes de compute. Voilà. Après, je ne demande qu'à être corrigé parce que je suis pas extrêmement sûr des coûts en compute d'un calcul de somme de clés publiques versus une vérification de signature. Ok, parce qu'ils ont un petit document savings mais ils parlent surtout des économies de bytes de taille quoi. Ils parlaient pas trop de compute. Est-ce que ça a amélioré le truc ou alors est-ce que c'était peut-être un poil plus lourd mais c'était un trade-off par rapport à la taille. Ok. Souvent, dans Bitcoin, on raisonne par rapport à la taille. De toute façon, les frais dans Bitcoin sont calculés par rapport à la taille. On ne cherche pas à faire du calcul en compute comme dans Ethereum. Mais clairement, en termes de compute, c'est extrêmement intéressant parce que le check des signatures, c'est certainement ce qu'il y a de plus coûteux dans la validation quand on le fait. C'est juste que bon, après, quand on fait du assume valide, on ne le fait pas. Donc, c'est plus changer l'état du système et faire les vérifications de dépenses valides du TXO qui existent et qu'on change. Ça, c'est plus coûteux quand on fait de l'assume valide. Mais par contre, le fait de pouvoir valider les signatures très très vite, c'est quand même très très intéressant pour des appareils plus petits. Et puis même la transaction de base, elle est plus petite aussi. Enfin, ça, ça a quand même beaucoup d'avantages en termes de compute. Je pense que c'est plus que les savings qu'on fait sur la taille, à mon avis. Je, je, je parierais de ce côté, dans ce côté-là. Voilà. Ok, j'ai pas plus regardé que ça, mais c'est vrai que je l'ai vu mentionner à peu près nulle part. Donc, ok, intéressant. Est-ce
que quelqu'un a une question peut-être, avant qu'on passe, je sais pas, à la partie un peu plus technique? Plus technique, vous pensez que c'est possible? Non. Je crois que ça va être dur, hein. Mais après, moi, ce que j'avais regardé, il existe des protocoles qui font de la cross-input signature aggregation de manière très très agressive. Notamment, c'est Mimblewimble qui fait ça de manière extrêmement intense, on va dire, puisque là, Mimblewimble, il y a carrément plus de transactions à la fin dans le bloc. Donc le bloc, c'est un gigantesque CoinJoin. Par contre, le prix à payer, c'est plus d'interactions lorsqu'on fait la transaction. Il y a la blockchain Mina aussi qui fait une preuve comme ça, une espèce de roll-up itératif et qui, au final, en fait, on a un espèce d'état, enfin, qui contient tous les blocs, qui est vraiment minimaliste parce qu'il pousse en fait à l'extrême tout ça. Mais ça va même au-delà parce que c'est pas juste de la signature aggregation, hein, c'est des trucs encore plus compliqués, mais c'est vraiment ce principe poussé à l'extrême. Ouais, et puis dans le cas de Mimblewimble, il y a de la confidential transaction en même temps qui est combinée. Mais globalement, pour donner l'idée, là, dans Mimblewimble, ce qu'ils ont, c'est en fait, quand on signe une transaction dans Mimblewimble, on ne signe pas pour les outputs qu'on va dépenser. Enfin, on signe pas les inputs pour, avec le message qui dit quels sont les outputs qu'on autorise avec cette signature. En fait, on signe la différence des deux. C'est un truc qu'ils appellent le kernel excess, mais en gros, tu dis, bah moi je signe que je veux que ces bitcoins-là, ils bougent comme ça, plutôt que de dire quel état final tu veux obtenir. Je sais pas si je suis très clair, mais en gros, aujourd'hui dans Bitcoin, quand on signe une transaction, en fait, on l'interprète en se disant, bah, le fait qu'il y ait cette signature sur cet input, ça veut dire que le propriétaire de cet input, il accepte de changer la partie de l'état des comptes, de l'état du système qu'il possède, il accepte qu'elle change de manière à obtenir tel résultat. Et le résultat, c'est la création du TXO dans l'état du système. Donc on signe pour ce nouvel état. Dans Mimblewimble, en gros, l'idée est qu'il ne signe pas pour le nouvel état, il signe pour le changement d'état. En gros, c'est genre la différence entre les deux. Ils font output moins input et ils signent pour ce truc-là, pour un Il y truc a, il qui y a, représente cette chose-là. il y a plus vraiment de coin alors à ce moment-là. Bah, en fait, si, parce que tu as bien. Parce que, bon, façon de base, c'est un peu compliqué quand tu es en transaction confidentielle, parce qu'il n'y a pas de nombre pour dire combien de coins il y a. Mais on va dire que il signe pour dire moi je valide pour que les pièces que j'ai, elles bougent comme ça. Et ça nécessite notamment que le receveur interagisse avec toi pour qu'il puisse pour qu'il puisse te dire exactement la manière avec laquelle les coins vont bouger, sachant que c'est un peu confidentiel et tout. Va falloir un peu interagir avec lui pour qu'il puisse dépenser ça après. Et donc après, à la fin, il n'y a pas de notion de transaction. Finalement, ce que tu as dit, c'est juste, il y a tant dans les inputs que je veux que ça se déplace vers tel output. Et à la fin, tu peux agréger l'ensemble de tous les mouvements. Et du coup, tu peux faire une agrégation de toutes les signatures, de toutes les transactions dans le bloc. Sauf que du coup, tu peux complètement supprimer la notion de transaction aussi. Parce que la signature, elle ne porte pas sur la transaction elle-même, elle porte sur le mouvement des coins, en fait. Et donc, du coup, à la fin, ta signature, elle est agrégée avec les autres pour dire, bah ça, c'est une signature qui valide l'ensemble des mouvements des coins que fait ce bloc, en fait. Et donc ça, évidemment, c'est pas possible dans Bitcoin parce que bah on a un système transactionnel, on a des transactions et nos signatures, elles portent sur l'état final après la transaction du système. Et donc, on peut pas avoir un tel système d'agrégation aussi bourrin dans Bitcoin, on va dire. Mais c'est déjà pas Enfin, mal d'avoir la full aggregation et la half aggregation dans les blocs, ouais. hein, mais On va dire que du moins, ça va pas se faire du jour au lendemain comme ça, quoi. bah, c'est juste que là, on est dans un cas où on pourrait le faire en soft fork, mais il faudrait carrément changer la structure du bloc après. Donc ce serait des soft forks qui sont pas très agréables à faire passer, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais Pas euh, si sauf que ça.
Bah, ouais, c'est soft au sens où, c'est des soft forks qui vont, rendre littéralement impossible toutes les transactions, actuelles, mais autoriser de nouvelles transactions différemment. Enfin, genre, c'est un peu bizarre. Enfin, parce qu'il y a un papier il y a Peter Todd qui avait fait un blog post pour dire qu'on peut faire toutes les modifications qu'on veut en soft fork. On peut tout changer pour faire des soft forks. Mais, par contre, ça peut des fois être, un peu nucléaire. Par exemple, si on voulait changer la supply, exemple, je crois qu'il y a rien de plus polémique que de Oula, dire voilà, exactement. que l'on peut changer la supply, de Bitcoin. Mais on pourrait très bien dire: «OK, en fait, le mineur dans la Coinbase, il va ajouter un identifiant, de bloc qui sera ailleurs, qui correspond à un bloc d'une autre blockchain et on lui interdit toutes les autres transactions». On peut plus faire on peut pas il ne peut plus inclure d'autres transactions que la Coinbase dans le bloc. Donc du coup, il collecte toujours des mineurs des bitcoins de la chaîne principale, mais ils lui servent plus à rien parce qu'il peut plus faire de transactions avec. Mais par contre, dans le nouveau bloc qu'il a commit dans la Coinbase, tu pourrais faire une blockchain structurée complètement différemment. Et du coup, c'est une soft fork parce que la seule chose que tu as fait, c'est interdire des transactions d'être validées. Mais par contre, c'est pas très agréable. Voilà, Et c'est du un coup, tu aurais peu. les vieux nœuds qui continuera à tourner avec des blocs vides. Ouais, Mais exactement. en ne tournant pas. Du coup, bah, dans les autres blocs qui seraient commit dans la Coinbase, bah, là, tu pourrais mettre une supply quelconque parce que du coup, ça n'a plus rien à voir avec des bitcoins. Tu pourrais dire, bon, bah, OK, on importe l'état de tel bloc dans notre nouvelle blockchain qui est à côté, quoi. Et puis après, on change la supply, on change la reward pour le minage, quoi. Et voilà, ça serait possible. Et Mais c'est pourquoi on juste, fait pas une L2 là-dedans? bah, tu peux faire une Une L2, vraie L2. tu prends RGB, tu crées un asset. Et voilà, après tu dis, bah, cet asset, il est distribué de telle façon aux gens qui avaient des blocs, qui avaient des bitcoins dans tel bloc et puis après tu changes la supply de ce truc-là en disant, bah, ça distribue automatiquement des assets aux mineurs, de chaque bloc et voilà et avec d'une manière complètement différente. Donc tu pourrais totalement le faire dans même sans faire de sidechain en fait. C'est juste créer un asset différent. C'est juste que là, je te parle de soft fork au sens où, bah, t'obliges tout le monde à aller vers le nouveau truc, quoi. Mais bon, c'est extrêmement bourrin et voilà, c'était juste un exemple théorique de Peter Todd, hein. C'est pour dire qu'on peut tout soft forker, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, non, mais Si certains ont des questions, n'hésitez pas à monter. Ou des réactions, ou et s'ils si sont vous pas avez des d'accord. questions sur les autres spaces, vous pouvez aussi, surtout qu'en plus, là, c'est un space qui part du prérequis que les spaces précédents ont été à peu près compris. Donc, s'il y a des choses que vous comprenez pas dans les spaces précédents, faut pas hésiter parce que c'est un très très bon moment pour développer et remettre dans le contexte de CISA, hein. Alors, moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si tu sais, mais on voit un petit peu sur Twitter les mecs de Samurai qui sont pas contents que CISA n'ait pas été implémenté et retiré au dernier moment de Taproot, a été retiré de Taproot. Mais si c'était pas possible, pourquoi ils sont pas contents? C'est Alors, ça que je comprends pas. en fait, le Entre-Route date de 2018, à peu près. Et donc, en fait, ça date d'avant l'activation de Taproot. Donc, quelque part, l'idée qui permettait l'implémentation de CISA, elle existait déjà avant Taproot. Donc, il y a une difficulté technique qui vient du fait que bah, il y a besoin d'avoir Entre-Route, il y a besoin d'avoir le JRoot pour pouvoir implémenter CISA. On aurait pu dire, bon, bah, on retarde Taproot pour mettre en place Entre-Route, en fait, derrière. Tout de suite et avoir CISA tout de suite. C'est juste que ça fait un gros morceau à avaler d'un coup. Donc, et puis aussi, pour faire du CISA, de toute façon, tu as besoin de Musig. Et là, Musig, pour le coup, on n'en était encore qu'à un papier théorique qui s'est avéré être pas safe. Donc, on a bien fait de ne pas le mettre trop vite dans ces choses-là, dans CISA. On a bien fait de ne pas mettre CISA tout de suite parce que sinon, on aurait utilisé une implémentation potentiellement pas safe lorsqu'on fait nos transactions
notre agrégation de signatures au sein d'une même transaction. Donc c'était plus une question de prudence. En fait, CISA ne serait pas arrivé en 2021 avec Taproot, ça c'est sûr à 100%. CISA, il serait arrivé avec, il serait forcément, ça veut dire qu'on aurait choisi de retarder Taproot de quelques années encore, histoire de travailler sur CISA pour le mettre dans Taproot en même temps, quoi. Donc je dirais que je pense que la raison c'est ça. Et l'autre raison, c'est qu'on a discuté des OP Success qui sont dans Taproot. Et je pense que en gros, tu avais le choix entre soit tu mets des OP Success, soit tu gardes les OP NOP, mais tu essaies de mettre CISA. Et bon, CISA, c'était encore assez. Enfin, je pense qu'on n'avait pas les méthodes pour faire l'agrégation de signatures, même avec Schnorr, on n'avait pas les méthodes, c'était encore trop théorique. Donc je pense que le choix a été fait de dire, bon, bah nous, on met des OP Success, on sait qu'il y aura des méthodes qui nous permettent de gérer les OP Success avec CISA plus tard, mais pour l'instant, il faut que ce soit battle testé, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est la logique que je suis. Donc ça me paraît logique que CISA n'ait pas été inclus dans Taproot, parce que clairement, c'est très très gros morceau quand même. Euh, mais en même temps, voilà, je comprends la frustration parce que bon, bah, ça aurait rendu les CoinJoin beaucoup plus cheap, quoi. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est dans l'ADN de Bitcoin, en fait, de ne pas se précipiter, de bien tester les choses, de bien valider les choses avant de les mettre dans le protocole, et que la blockchain en pilote automatique de Bitcoin, en fait, va continuer de voler tranquillement et sans encombre, totalement automatique. Et pour ça, bah, il faut faire vraiment attention, bien tester, prendre son temps. C'est dans l'ADN de Bitcoin, hein, Ouais. notamment qui contraste beaucoup avec d'autres cryptos qui sont dans une démarche plus expérimentale. Ouais, mais alors du coup, je peux te dire aussi que si on pouvait prendre notre temps, on aurait pu attendre d'avoir CISA bien prêt pour envoyer Taproot. Si on avait le temps, si on n'est pas pressé. Voilà. Bah oui, c'est Oui, toujours bah, il faut l'argument, hein. avancer, c'est sûr. C'est toujours l'argument. En fait, après, là, c'est que même si on avait voulu mettre en priorité CISA, je pense que on n'avait pas le matériel académique pour pouvoir l'implémenter même en 2021, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que euh, autant on avait les idées qui permettaient de faire CISA et d'être compatible avec les soft forks dans le futur, autant on les avait, mais ça restait que des idées. Et autant on n'avait pas encore les algorithmes d'agrégation de signatures qui étaient bien fichus, bien ficelés, bien prouvés comme étant stable, quoi. Enfin, Musig, c'est aussi 2018 quand même. Donc, implémenter un truc qui vient de sortir, je veux dire, Lightning Network, c'est sorti en 2015 le papier, et finalement, ça a commencé c'était déjà très rapide, Lightning Network, on l'a commencé à l'utiliser en 2018. Ouais, Euh, Lightning, je trouve que ça allait un peu vite parce que ouais, il y avait plusieurs implémentations en parallèle et concurrentes. Et ben, c'était un peu la course entre les 3-4 qui existaient. Et je trouve ils sont allés assez vite parce qu'au début, Lightning, c'était vraiment très, très, très expérimental. Et ben après, en fait, ça pose pas de problème vraiment parce que c'est comme un layer 2, c'est au-dessus, c'est pas dans le réseau Bitcoin, en fait, c'est oui, c'est comment pour on ça. utilise Bitcoin au-dessus. Donc ça peut être expérimental et il n'y a pas trop de problème. Mais c'est vrai que ça a été très très vite, ouais. Mais déjà, tu vois, par exemple, Loïc, sur cette histoire d'inclusion de CISA dans Taproot, il y a déjà pas mal de critiques aussi sur le fait que L2 n'était pas inclus dans Taproot, que ça a failli y être, mais que finalement, ça n'a pas été inclus. Alors que pour le coup, L2, en termes de code, c'est beaucoup plus simple que de devoir implémenter un CISA et le entre-route qui va avec, etc., etc., quoi. Donc la critique reste valide sur certains points et montre que la critique d'aller lentement, elle reste valide pour ce qui est de Taproot. Voilà. Après, il y a eu aussi, par exemple, ça c'est une discussion qu'on a beaucoup avec Sosten sur le fait que dans Taproot, les clés publiques, elles sont reportées uniquement avec la coordonnée X.
et que du coup, on va imposer la parité de la clé publique qui est utilisée dans Taproot. Donc ça, pour parler en français pour l'auditoire, dans la courbe elliptique, elle est symétrique par rapport à l'axe horizontal quand on la représente dans le champ réel, dans le corps des réels, pardon. Euh, en fait, la parité correspond à est-ce que ma clé publique, elle est en haut ou en bas. Et donc, si je me donne une coordonnée X sur l'axe des abscisses, je peux trouver 2 points sur la courbe elliptique qui ont cette coordonnée X. Dans les cas où, bon, là, je passe un peu, mais c'est un petit peu plus subtil. Ce que je dis là est valide dans le corps des réels, c'est pas complètement valide dans les corps finis. Mais on va dire que pour l'approximation, qu'il y a toujours une clé publique à une coordonnée X. Et donc, il y en a toujours deux, et c'est question de savoir si celle au-dessus ou celle en dessous, en gros. Et donc, dans Taproot, on n'a pas à rapporter la totalité de la clé publique. C'est-à-dire que quand on lit des clés publiques, par exemple, dans Lightning, les identifiants, les clés publiques, les identifiants des paires dans Lightning, c'est leur clé publique. Ça commence soit par 0,2 ou 0,3, puis après, il y a 32 bits qui ont l'air complètement aléatoires. Ces 32 bits qui correspondent à la partie coordonnée X de la clé publique. Et le 0,2, 0,3 correspondent à la parité. Donc ça dit si la coordonnée Y elle est positive ou négative. Et dans Taproot, on ne reporte que la coordonnée X. On ne reporte pas la parité. Parce que dans Taproot, on suppose que la clé, elle est paire en fait. Elle a la parité d'être en haut de la courbe, en gros. Et ça a eu des conséquences dramatiques sur certaines programmations de code, parce que du coup, ça impose de faire des disjonctions de cas tout le temps. Par exemple, dans le code de Musig, quand on fait la clé publique agrégée, il faut faire très attention à la parité de la clé publique, la parité des nonces qu'on utilise, parce que sinon, à la fin, la clé agrégée, potentiellement, elle n'a pas la bonne parité, donc il faut gérer le cas où il faut changer la parité de la clé publique agrégée. Donc ça, typiquement, c'est dans Taproot. Alors qu'on est en train de dire que Taproot, on a été très prudent, etc. Et ben finalement, on a mis ça un petit peu vite dans Taproot, et aujourd'hui, les développeurs se disent que c'était peut-être pas la meilleure idée du monde d'avoir fait ça. Donc voilà, ça montre que c'est très compliqué. Il y a évidemment pas de solution parfaite. Il faut se contenter de ce qu'on a. Mais voilà, prendre son temps, c'est important. Et même quand on a l'impression qu'on le fait bien et qu'on fait très attention, bah, finalement, c'est pas si satisfaisant que ça à la fin. C'est-à-dire que même Taproot, pour lequel on dit, bah voilà, ça fait longtemps que c'est dans les cartons, ça a été bien réfléchi, on va pas mettre de choses qui sont trop grosses, qui sont pas encore bien fignolées, histoire d'être sûr que c'est bien, et bah finalement, bam, on met il y a quand même un petit truc où bah zut, on n'aurait pas dû le mettre, quoi. Et notamment ces histoires de la coordonnée X des clés publiques. Ça, Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'était la parité Y de la clé publique, la parité de Y de la clé publique, je vous ai mis le lien vers mon livre, j'en parle dans la dernière partie du deuxième, c'est gratuit. Et je vous explique bien tout ça, c'est-à-dire le passage d'une clé publique classique à une clé publique compressée, et vous comprendrez ce que c'est cette histoire de parité, il y a des schémas, tout ça. Mais du coup, ils ont gardé quelle parité? bah, Pair ou impair? il me semble que c'est pair. Ok. À vérifier dans BIP Il y a, 341, je vais faire ça là, BIP et, 340. il y a une raison, tu crois, ou c'est une baisse et ils ont dit c'est bon, c'est. Bah, généralement, tu choisis toujours Enfin, je pense que la plupart du temps, ils choisissent toujours pair. Et je vérifie quand même parce que Je j'aimerais bien, pense qu'ils mais ont dû prendre la même chose que dans la blockchain où ça vérifie en fait pour la signature que tu sois sur un côté et ça doit être le même. ouais, il y a des choses comme ça. Attends, j'essaie de voir. Non. Et du coup, ça divise par deux le nombre de clés De clés publiques. publiques, ouais. Donc Euh, ça t'enlève concrètement ça t'enlève ouais, racine de 2 bits de sécurité. Enfin bon, voilà, mais ouais, ce qui est beaucoup. bah, Ah non, non, c'est vraiment pas beaucoup en fait. C'est comme si je te disais que tu passes de 2 puissance 255 alors que tu étais à 2 puissance 256, tu vois. ah oui, c'est exactement ça. Genre tu passes de 256 bits, tu passes à Ce qui fait beaucoup. 255 bits, c'est pas. Là, Ça fait.
C'est les D'accord, c'est pas exponentiels, là. c'est pas dans nos ordres de grandeur, mais ça C'est- divise par 2, quoi. Ouais, ça divise par 2, mais en fait, si Ouais. quelqu'un est déjà capable de casser alors qu'on divise par 2 le nombre de clés publiques, bah t'inquiète pas, il suffit de prendre 2 fois plus de temps pour casser dans le Bah cas oui, où c'est tu ça. divisais pas par 2. Donc Il y a tellement de marge. ça, ça reste le même ordre de grandeur en fait, mais ça réduit effectivement un peu la sécurité. Après, ça la réduit, ouais, dans le cas de Taproot, ça la réduit par rapport à une clé publique complète. Mais par exemple, tu prends SegWit version 0, les adresses SegWit version 0 classiques, c'est-à-dire sans script, elles ont que 20 bits, 20 octets, pardon, de hash de la clé publique qui est publiée sur la blockchain. Donc, tu n'as que 20 bits de sécurité. Là, c'est pas une Et- division par 2. 20 bytes, hein, c'est pas pareil, un Ouais, facteur 160, 8, mais ouais, voilà, 160. ouais. Ouais, voilà, Mais 160, d'ailleurs, pardon. les adresses classiques aussi, c'est 160 bits, du coup. Voilà. Mais Et donc là, c'est il faut que tu fournisses la clé publique qui va avec. Oui, mais au oui, final, Ah oui, c'est d'accord, comme oui, je si tu comprends. avais Oui. 160 bits de sécurité quand même. Hmm, Tu peux en ok. trouver. Voilà, Hmm. en fait, Alors même d'ailleurs, 160 bits, ça suffit. On va dire du moment que tu es au-delà de 128 bits, bon, bah, c'est bon, quoi. voilà, c'est ça. et d'ailleurs, en y pensant, techniquement, c'est déjà divisé par 2 puisque tu as 2 clés publiques. Déjà de base, tu vois, qui. Non, parce que Non, je les vais deux dire une ont, connerie. les deux ont une clé Ouais. privée, donc elles sont, enfin, il y a tout, il y a toutes les clés, quoi. Ok, Il y a ok, le ok. double, on va dire. Ouais, parce que ce qui est marrant aussi, c'est qu'avec une même clé publique, tu peux avoir 2 adresses différentes en fonction de si tu la compresses avant de la lâcher Ouais, ou ouais. si tu la gardes brute comme Ouais. Mais ça, à l'ancienne. je pense, pour les premières adresses de Bitcoin. Maintenant, je pense que même avec Segwit, tu peux pas faire ça. Enfin, j'ai pas en tête les détails, mais je pense que c'est que avec les adresses que j'appelle legacy qui commencent par un 1. Effectivement, selon comment tu encodes ta clé publique, tu as deux adresses en fait différentes. Mais ça se fait très C'est pas une rapidement. question de legacy ou de C8V0, je pense. C'est surtout qu'à un moment, on a dit bon, bah, maintenant, on va utiliser des clés publiques compressées. Oui, oui, ce que Mais je veux à dire, la... c'est que très rapidement dans l'histoire, de toute façon, tout le Hmm, monde a utilisé les clés publiques compressées. Il n'y avait pas trop de ouais, questions ouais. posées. Mais je pense que ce mécanisme, il n'est pas valable à un certain moment dans les évolutions des adresses. Par exemple, je suis pas sûr qu'avec cette GUID, tu peux faire ça. Mais c'est-à-dire, pour avoir une adresse à la fin? Ouais, je pense que Bah, probablement si, que parce que. le standard SegWit, on te dit, voilà, tu dois prendre une clé compressée. Donc, tu n'as pas le choix, en Oui, fait. oui, oui. Oui, mais ça doit fonctionner pareil, je pense. Parce que... Ouais, tu peux faire ton standard à toi, on va dire, mais après, c'est plus En fait, compliqué. Et puis, si pour les nœuds, trancher un peu le débat, ils calculent avec la clé compressée, bah, ça marche pas, quoi. pour trancher un peu le débat là-dessus, en fait, faut savoir que dans SegWit, il y a le cas de l'adresse simple, sans script, qui correspond juste à une clé publique, et il y a le cas de tout le reste, c'est-à-dire les adresses avec des scripts plus compliqués. Ouais, le résultat du script, ouais. Enfin, Voilà, donc là, c'est les adresses plus SegWit qui sont un peu plus longues, donc notamment les multisigs, etc. Et donc là, je pense que dans ce qui est des adresses avec des scripts, tu peux utiliser un peu ce que tu veux. Par contre, pour ce qui est de l'adresse compressée avec 20 octets, là, tu es extrêmement contraint parce que tu dois fournir, c'est interprété de manière très précise avec un script très précis que tu ne choisis pas du coup, puisque c'est une manière compressée d'écrire un pay-to-public key hash, en fait. C'est-à-dire que un nœud, quand il voit un SegWit V0 arriver, il regarde le 0, puis après, il regarde la taille de l'élément suivant sur la stack. S'il voit que ça fait 20 octets, il dit OK, c'est un pay to public key hash. Donc là, le gars, il doit me fournir le hash, enfin, il doit me fournir la clé publique, la signature, et moi, j'exécute le script qui correspond au pay to public key hash, et normalement, ça valide. Donc, c'est-à-dire que quand tu dépenses une telle adresse, tu n'as même pas à spécifier le script, en fait. C'est déjà, le full node le fait déjà. Par contre, s'il voit qu'il y a 32 octets, là, il se dit, OK, ça, c'est le hash d'un script. Donc, j'attends que la personne qui dépense m'envoie le script. Je calcule le hash.
et je valide le script. Et donc là, Ouais, tu peux. D'accord. Mais Et c'est vrai que dans les deux cas, le en fait, nœud, tu peux quand même utiliser une clé compressée ou pas, en fait. Non, pas dans le Toi, premier. non, Dans le premier, pas c'est dans le premier. impossible. Ils te Dans le disent. premier, c'est Ouais. impossible. Parce que le script, tu ne le choisis pas. Donc, c'est forcément une clé publique compressée que tu donnes et c'est forcément la signature associée et tu n'as pas le choix parce que tu ne précises pas le script. Donc, de toute façon, tu peux pas. Voilà. Dans tous les cas, il y a un consensus assez clair là-dessus où tout le monde prend les clés compressées Compressé. depuis des années. Alors, sauf après, c'est dans quoi où il y a les. Dans Schnorr, je crois qu'ils mettent. On met tout en fait quand on calcule la signature. C'est PX, PY, il me semble, non? Alors, je sais pas. Je sais pas, mais de toute façon, dans Schnorr, la signature, il n'y a que le nonce qui correspond à un point de la courbe. Donc, de toute façon, la signature, la partie secrète, ça, c'est un nombre. Donc, il n'y a même pas de question Mais non, mais d'être dans en ce haut que. ou en bas de Bah, la courbe. Et non, par je veux contre, pour dire le que nonce, je sais quand pas. tu sais, tu mets la clé publique en fait dans le hash pour la signature. Et en fait, là-dessus, il y a différents formats. Je crois que dans le Bitcoin, ils ont choisi X et Y de la clé publique quand tu fais la signature, quand tu hashes, en fait. L'espèce de PQM, des choses comme ça, en fait. Ça, je me rappelle pas. Parce que moi, quand je vois des signatures dans les transactions en hexa, généralement, elles font 64 octets. Donc, ça correspond. Ouais, mais c'est que le résultat, mais il faut que tu recalcules. Ah, Euh, tu parles de l'algorithme de signature dans Bitcoin Core, ouais, ouais, ouais. pas la Pas vérification, c'est ça? de, de BIP 340, comment tu. Bah, en fait, dans la vérification aussi, il faut que tu remettes X et Y s'ils sont présents à la Ah signature. oui, Parce que dans les intermédiaires, oui. Oui, oui, dans les intermédiaires, dans les étapes intermédiaires, de toute façon, tu dois bien revenir à ça à un moment, hein. Mais tu peux le recalculer de la forme compressée, ça, c'est juste une. Je sais oui, pas si tu après. l'as pas, tu peux le décompresser, oui, oui, oui. Oui, voilà. Bon, je sais plus. Ouais. Bon, bref. En tout cas, là, je regarde dans BIP 340. Il y a une petite discussion sur la coordonnée Y implicite. Et donc, il rappelle les différentes possibilités qui existent. Donc, être dans la moitié inférieure ou supérieure, être pair ou impair, mais en fait, ils précisent jamais, ils disent toujours moitié inférieure, être pair. Et la dernière possibilité, qui était celle qui était choisie avant, au début de Taproot, la première possibilité qui avait été retenue, c'est pas la parité de Y, c'est le fait d'être un résidu quadratique. Voilà. C'est-à-dire que le point soit un carré, soit un double, un carré dans les corps finis qui correspondent. Voilà. C'est, c'est. Voilà, c'était les choix qui ont été. Et donc le choix s'est reporté sur le fait que la coordonnée Y, elle devait être paire. Oui, et je me suis planté quand je vous ai fait l'image quand je vous ai dit l'image de la courbe qui est symétrique par rapport à un axe. Alors c'est une possibilité, mais en fait, comme on est dans des corps finis, prendre l'opposé d'une coordonnée, ça revient à prendre à prendre le nombre premier du corps fini dans lequel on travaille, moins le nombre en question. Et donc, si le nombre de départ était pair, eh bien, faire cette opération le rend impair. Et donc, en fait, ça correspond à de la parité après, derrière, faire l'opposé comme ça. Voilà, mais sinon, on Il y a pouvait une autre aussi. vision avec des entiers, c'est de se dire que en fait, c'est pas le X, enfin l'axe des abscisses qui coupe en deux. Se dire que c'est en fait on part de 0 jusqu'à n, donc en fait c'est n divisé par 2. C'est Oui, c'est ça. la médiane, mais c'est juste un déplacement en fait. Mais c'est Ça qu'en dépend de fait, ton point de c'est référence, quoi. ouais, en On fait, est c'est que un peu tu comme peux si on était. considérer. Ah, J'ai des coupures là dans ce que tu. Je t'entends pas très ouais, bien. je disais, c'est comme si c'était si tu étais avec des entiers signés ou pas signés. Ouais, c'est un peu ça. C'est clairement, c'est très proche de ça. C'est juste que bah du coup, si tu peux considérer le cas de. En fait, c'est juste qu'après, bon bah comme tu as un nombre, enfin de toute façon, ils travaillent toujours avec des entiers non signés en interne après derrière. Mais globalement, les nombres, les coordonnées, elles vont de 0 à P-1, où P c'est le nombre premier qui correspond au corps sur lequel la courbe est construite. Donc là, c'est un truc qui est de l'ordre de 2 puissance 256 pour Bitcoin. Et globalement, tu peux considérer qu'il y a une coordonnée Y qui, pour un X donné, qui a des clés publiques. Il y a une clé publique qui a une coordonnée Y qui est inférieure à 2 puissance 255, donc la moitié. Donc tu peux considérer que celle-là, c'est celle que tu vas garder, ou alors considérer celle qui est au-dessus.
Il y a une des deux qui est forcément paire et l'autre qui est forcément impair. Et il y en a une des deux qui est un résidu quadratique dans le corps fini de départ ou pas. Voilà, donc résidu quadratique, c'était un truc qui était qui a d'abord été proposé en premier parce que ça permettait de calculer je crois que ça permettait de calculer le symbole de Jacobi plus facilement et c'était pratique. Mais en fait, ça a été changé un petit peu, encore une fois, au dernier moment dans Taproot. Mais là, c'était en bien pour le coup. Mais ça a été changé parce que il y a un nouvel algorithme d'inversion modulo qui a été proposé et qui a été implémenté dans la librairie, qui était très rapide. Et donc, du coup, ils ont dit, bon, bah maintenant, on perd pas de performance à remettre une parité plutôt que de mettre le L'algorithme de résidu modulo quadratique. est difficile. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais Non, c'est pas l'algorithme modulo P, c'est l'algorithme modulo dans le corps dans le groupe de la courbe. C'est l'inversion modulo en courbe elliptique. C'est genre, je sais pas si ça te parle, mais c'est une division, quand tu divises par un nombre, un point de la courbe elliptique. ouais, pour moi, c'était juste la parité de Y. Donc, tu regardes le dernier bit, en fait, et ça te donne la parité de Y. Oui, c'est ça. Mais c'est juste que bah, tu vois, tu avais le choix entre trois possibilités, et là, c'est ça qui a été retenu. Très bien, comme ça on peut comprendre, c'est facile. On a Ouais. perdu du monde, les gars, là. On a perdu 10 personnes. On Ils s'en sont fout, ils bourrés de étaient pas assez muscles. solides. Ils Bref, étaient voilà. assez- Tout ça pour dire que Taproot, il y a eu quand même pas mal de trucs qui ont été changés un peu vite, et y compris cette histoire de coordonnées Y, hein, mais qui a d'ailleurs été le fait de mettre des coordonnées X only, après, actuellement, il y a quelques regrets qui sont exprimés vis-à-vis de ça, on va dire. Et concrètement, ça sert à quoi de faire ça? C'est pour gagner La même question, ouais, des octets? euh, C'était pour gagner un octet, oui. Ouais, c'est C'était c'est un pas peu la seule débile. raison quand même. Enfin, Ah bah, c'est vrai que si c'est la seule raison, c'est un peu débile, ouais, c'est clair. voilà. Je crois que c'est pour ça qu'il y a eu des regrets, notamment. Ils ont voulu faire leur star en maths, comme un petit peu comme Alligator, Trucmuche que t'expliquais l'autre jour. Je crois Ouais, que c'est ça. Ça c'est le fait genre beaucoup de de. truc, c'est pour s'amuser, faire joli et c'est pas méga utile en fait. Ouais, c'est pas ultra. C'était pas méga. C'était pas une super idée. Ça rend beaucoup de protocoles plus compliqués à spécifier, du coup. Voilà. Mais je sais pas si dans le BIP, je sais pas s'il y a une justification qui est donnée. Euh, qui est Peut-être qu'il donnée y a dans d'autres, le. peut-être qu'il y a d'autres raisons que t'as pas vues En fait, déjà, faut se dire qu'ils auraient pu ne pas donner, ne pas forcer la parité de la clé. Ça aurait pas posé problème en soi, parce que c'est facile de checker pour un cas ou pour l'autre, mais par contre, ça rend la vérification en batch impossible. Ce qui est un truc qui est possible avec Schnorr, tu peux vérifier un batch de signatures, tu peux vérifier plusieurs signatures de Schnorr en même temps. Et tu peux pas, si tu ne savais pas si t'as pas la parité, bah tu pouvais pas faire cette signature batchée, cette vérification batchée. Et donc Ouais, pour donc regarder oui. ça, ils ont forcé les gens à utiliser une parité, une seule. Ah ouais, mais ah bon, ok. Mais pourquoi faire du X only? On est d'accord. Pourquoi faire du X only? De base, c'était un peu. Bon, bah, en tout cas, bon, félicitations à vous tous. Un gros niveau technique aujourd'hui, c'est bien. C'est vrai qu'après, je sais pas si l'auditoire félicitations à ils toi. accrochent beaucoup, mais On s'en fout, Félicitations c'était à pas le toi. but du Ouais, ouais, on space en s'en fait. fout. À Ouais. la Ouais, le but base. du space, c'est on parle Ouais, entre c'est nous, ça. on parle de trucs qui nous intéressent. On essaye de rattraper petit à petit le très haut niveau de PO. Et si ça intéresse des gens, tant mieux. On essaie. Et si ça intéresse personne, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. Exactement, c'est ça la mentalité. Ouais, c'était très cool ce soir. Ouais, t'as bien expliqué, Théo. C'était très compréhensible. Bah, après, là, C'était on sympa. commence à être sur les trucs qui s'expliquent bien à haut niveau parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer beaucoup dans le détail en soi, vu que c'est même pas encore finalisé hein, derrière aussi. Mais ouais, c'est intéressant. Enfin, clairement, c'est une belle direction. Je pense ce sera très. Enfin, ça et L2, on aura un space sur L2. Je pense que c'est vraiment CISA et L2, c'est vraiment les deux soft forks qui sont très importantes dans le futur, je pense. Et Ouais, CISA, carrément. c'est vraiment très très bien. Enfin, vraiment, le fait que
que moi je connaissais pas. Il y a encore un an, je connaissais pas Entrout et tout, et vraiment parce que j'avais compris déjà qu'effectivement on pouvait pas faire CISA sans casser le système de soft fork, mais le fait qu'il y ait Entrout et tout, vraiment c'est vraiment très très positif parce que ça montre quand même qu'on a il y a du jus de cerveau qui travaille depuis un certain temps à tout ça, quoi. C'est quand même très très intéressant. Voilà. Et semaine prochaine, c'est Erlay, on fait? C'est Erlay, voilà, parce que là, pour les gens qui sont encore présents, ça va être le scoop. Voilà, scoop the big whale, mieux que the big whale. Erlay a été le code de signal de Erlay a été merged encore, donc ça veut dire que dans la prochaine release de Core, donc pas celle qui va sortir là, mais la suivante, les nœuds vont pouvoir commencer à discuter en Erlay entre eux. Et donc, bah, on en parlera au prochain Space, mais en gros, Airless, c'est un protocole qui permet d'économiser énormément de bandes passantes au prix d'un peu plus de latence dans la circulation des transactions. Mais on verra que le compromis il est excellent, évidemment, et surtout au niveau de Et la privacy. on aura Guillaume normalement la semaine prochaine parce qu'il doit bosser dessus pour un rapport pour Galaxy. Ok, Et du coup, comme il va bien creuser le truc, il a dit il serait chaud de venir en parler avec nous bah ouais, c'est bien, ouais. mercredi. Ça sera cool. Ce sera très très cool. Très bien. Voilà. Vous pouvez Au dernier travailler moment, on les. change, on fait un truc sur Tarot et on bloque. Yes. On lui demande c'est quoi la différence avec RGB et pourquoi c'est mieux. Est-ce qu'on peut vraiment faire mieux que RGB pour lui faire peur? Mais après, pour l'instant, aucun des deux ne marche. Donc, Voilà, c'est simple. Donc, pour Si l'instant, vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter. Si vous avez même des questions tech sur toute autre chose, même des trucs qu'on n'a pas parlé dans le space, vous vous demandez, ou si vous voulez juste nous parler un petit peu, venez, venez. les, Il y a Gilles, Gilles vient nous parler. Gilles vient nous parler. Il est timide. Marco, oui, tout Aïe, ça, aïe. venez. Il y a Nicolas aussi. Gilles, Bitcoin. Ah putain, il est parti. Ah, le bâtard. Il aurait pu venir nous parler du timestamping en vrai, lui qui connaît bien. C'est quand même un sujet intéressant en vrai. Comment il rage quit, c'est hallucinant. Ah ouais, un truc que j'ai pas dit, un inconvénient de CISA, c'est que par contre, ça peut mettre en péril tout ce qui est adaptor signature. On peut pas utiliser les signatures adaptées. C'est quoi Donc, les signatures adaptées? alors, les signatures adaptées, en gros, En c'est 3 mots, que hein. en trois mots, c'est que tu vas tweak la clé publique, donc tu vas modifier la clé publique pour ajouter un secret dedans. Qui ne sera révélé que si tu donnes une signature pour la clé agrégée, entre guillemets, avec la modification. En gros, tu lis des signatures entre elles en les modifiant de la même façon, mais avec une clé publique. Je sais pas si. Ouais, en gros, ouais, d'accord. Ouais, En gros, imaginons on a deux personnes, elles ont c'est comme si. chacun une clé publique P1, P2, ok. Et ben globalement, ces deux personnes, elles vont créer un contrat, mais à la place de signer pour P1, P2, elles vont signer pour P1 plus T et P2 plus T, où grand T, c'est une clé publique qui a été déduite d'une clé privée petit t, qui est connue que par une des deux parties. Et en gros, lorsqu'il y en a un qui va fournir une signature, quand, mettons que ce soit la partie 1 qui connaisse le petit t, quand la partie 1 va signer pour P2 plus T, donc pour signé pour P1 plus T, pardon, et ben l'autre personne va pouvoir extraire la petite valeur T qui était cachée dans le tweaking et pouvoir ainsi l'utiliser ailleurs. Il y a dans C'est la... une espèce de méthode en fait pour mettre un secret dans une signature, quoi, en gros. Enfin, Ouais, et en cacher, gros, faire comme un secret box avec une signature, c'est ça, transmettre pour un faire en truc. sorte qu'une signature pour signer une transaction se transforme en révéler un secret pour une des deux parties.
Il y a une Hmm. Yannick Serin, il en parle dans sa présentation. Donc, j'avais parlé de Yannick Serin la dernière fois dans ses présentations. Vous Ah pourrez ouais, trouver je ça l'ai vu sur en Bitcoin. direct un jour, enfin en Voilà. live, en vrai, un jour. C'est bien ça. Et alors tu dis ça, ce truc-là, là, des signatures comme ça permet quoi? Le fait que ça lie des secrets entre eux, ça peut par exemple être utilisé pour faire des atomic swap. Ok, mais non, mais le truc que tu parlais, tu disais pour ça, il faut ça. Et en fait, ce n'est pas possible d'utiliser un tel système avec CISA. Ah d'accord, avec CISA, on peut plus faire ça. Ouais. On peut Ouais, plus parce qu'en cacher fait, des secrets. comme les signatures sont agrégées, ça va plus jouer le rôle de révélateur, le fait de Ah signer. ouais, et c'est comme si ça mixait le secret, on le perdait en gros. Voilà, c'est ça. Hmm. D'ailleurs, autre truc, hein, Music 2, a priori, supportait le tweaking donc la modification de clé publique, supportait le tweaking d'après les spécifications de Music 2, mais en fait, il s'avère que ce n'est pas safe pour les clés publiques tweakées. En Donc voilà, pratique, ça marche pas quoi. Si Na- tu le c'est que- fais, si tu le fais, tu perds il y tes a, il y a une Sorry attaque, for il y your a loss. une attaque en utilisant le tweaking de public key sur Music 2. Donc, il ne faut pas utiliser Music 2 quand on fait du tweaking de public key. Mais enfin, on peut, mais il faut demander avant aux spécialistes, on va dire. Voilà, parce qu'il y a des cas où ça va poser problème. Voilà. Ça pour dire que même Musig, on n'a pas fini d'en trouver des vulnérabilités, même après tant d'années de travail dessus, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui a Salut, une il y a question. Nourou qui est monté. Ouais, Ouais. si tu as une question. Salut. Bonsoir, messieurs. Discussion très intéressante. Moi, je suis toujours fasciné par comment est-ce que les développeurs encore s'y prennent pour libérer encore plus d'espace au niveau des blocs. Je me rappelle que quand on parlait des SegWit, il s'agissait de lutter contre la transition malleability et qu'il me semble qu'elle est toujours là parce que je pense, hein, vous me rectifierez si c'est pas le cas, je pense que le WTXID est toujours malléable, il me semble. Mais j'ai pris la parole pour faire un appel parce que je suis en train d'organiser une conférence Bitcoin Only à Dakar, au Sénégal. Et en parallèle, on est en train d'organiser un hackathon. Donc, je fais cet appel parce que ce sera un événement gratuit. Personne n'aura à payer rien du tout. On compte juste sur des sponsors, etc. Mais on aura un hackathon. Et en marge de ce hackathon-là, je suis en train d'organiser des séances de formation, d'information aux outils open source de Bitcoin, en commençant par Bitcoin Core, LND, Seal Lightning, BTC Pay Server, il y a plein d'autres solutions comme Samurai Wallet, Sparrow Wallet, etc. Donc, je suis vraiment à la recherche de personnes qui peuvent en fait vulgariser ces outils-là auprès d'un public de développeurs, donc francophones de base, mais qui parlent aussi anglais. Et voilà quoi. Si jamais on avait fait un forum payant, j'aurais proposé de payer un tarif. Mais puisqu'on fait un forum gratuit, je demande s'il y a des gens qui sont bénévoles, et ben, de m'écrire en DM et qu'on essaie de voir entre le 1er et le 18 novembre quand est-ce que vous êtes dispo pour une séance de 1 heure à 2 heures à destination d'une centaine de développeurs sénégalais, et, on va dire d'Afrique francophone, pour tout ce qui touche au Alors, Bitcoin, quoi. Merci. si tu le veux bien, peut-être, puisque ça va être diffusé sur Spotify, tout ça pour les podcasts, peut-être donne ton ID Twitter Ok. exact, si tu le veux bien. Donc, moi, c'est Nourou Fozem, donc Nourou 4, puis Zem, THEM. Et le Twitter du Dakar Bitcoin Days, c'est Dakar BTC Days. Thanks a lot, guys. Ben, merci à toi et bon courage pour l'organisation. Merci. Ouais, il y a Découvre Bitcoin pourra peut-être aider aussi, pourra peut-être fournir de l'aide là-dessus, faut voir. Mais sinon, pour ce que tu dis à propos de la malléabilité, euh, alors après, je pense que c'est un sujet compliqué, mais en gros, aujourd'hui, quand on utilise des transactions qui n'ont que des inputs qui sont SegWit, il n'est pas possible de faire de la malléabilité externe sur le script qui est utilisé pour signer. Il y a toujours une malléabilité qui est possible par le signataire de la transaction, des choses de ce type-là, mais c'est pas possible par quelqu'un d'extérieur. Et c'était ça que voulait éviter Segwit principalement. Et c'est pas possible parce que quand tu calcules le TXID d'une transaction qui utilise des inputs Segwit,
eh bien ce TXID ne tient pas compte de la partie script sig des inputs. Parce que ce script sig est en fait vide. Il n'y a strictement rien dans le script sig. Dans tous les cas, il est vide. Et donc, en fait, le script sig il est remplacé par le witness. Et le witness, c'est des données supplémentaires qui ne sont pas prises en compte pour calculer le TXID. Et c'est ce qui fait que même si n'importe qui peut manipuler le witness, eh bien ça ne changera pas le TXID. Et donc ça évite le problème, en tout cas, de la transaction malleability pour les protocoles de couche supérieure. Après, par contre, bah, celui qui a signé la transaction, il peut toujours s'amuser à modifier le nonce de sa signature ou des choses de trucs comme ça. Ça, il peut toujours le faire. Mais quelqu'un d'externe ne peut pas le faire. Voilà. Je sais pas si C'était ça. aussi par rapport à l'histoire de ce qui s'était passé avec MTGOX, non? Il n'y a pas une histoire Tout à comme ça? fait. En fait, MTGOX, ce qui s'est passé précisément, c'est que donc le TXID, il dépend du scriptsig, du natif scriptsig de Bitcoin, quoi, qui existe toujours, mais qui aujourd'hui est systématiquement vide dans les transactions Segwit. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que quand MTGOX publiait la transaction pour lui donner ses bitcoins pour son withdraw, pour son retrait de bitcoin, eh bien, il prenait la signature de MTGOX et il la transformait en son opposé. Donc ça, c'est une opération très simple qu'on peut faire sur une signature, c'est prendre l'opposé de la signature, c'est aussi une signature valide. Et donc, du coup, eh bien, après, il publiait cette transaction-là avec juste cette modification-là qui était tout aussi valide. Et il y avait en gros une chance sur deux que le mineur mine cette nouvelle transaction plutôt que de miner celle que MTGOX avait créée. Et le problème, c'est que MTGOX, ils utilisaient l'identifiant de transaction, le TXID, pour savoir si les fonds ont bien été confirmés, s'il a bien reçu, si le client a bien reçu ses fonds. Et donc, du coup, une fois sur deux, bah, le TXID n'était pas bon. Et donc, en fait, il pensait que le gars n'avait pas reçu ses fonds parce que la transaction qu'il lui faisait recevoir n'était pas confirmée. Donc, au bout d'un moment, il renvoyait de nouveau, il refaisait une transaction pour lui renvoyer les fonds. Sauf que bah il n'y avait pas de problème en fait, les fonds avaient bien été reçus et donc en fait c'est comme ça que MTGOX s'est fait vider de ses fonds petit à petit en jouant sur la malléabilité externe. Donc c'est bien externe, c'est-à-dire que la personne qui fait cette malléabilité, elle n'a pas connaissance de la clé privée, donc elle ne peut pas faire ce qu'elle veut sur la signature, mais certaines opérations sur la signature la gardent valide. Et on ne peut pas changer le reste de la transaction, et donc du coup on peut utiliser ça pour essayer de changer en fait les identifiants de transaction, et ça dans les protocoles de seconde couche, c'est une horreur absolue. Là-dessus, je ne sais pas si je dois détailler, mais dans Lightning, gérer la malléabilité de transaction, c'est extrêmement compliqué si on devait faire ça. Donc dans Lightning, le seul prérequis à l'ouverture d'un canal Lightning, c'est que toutes les inputs de la transaction d'ouverture, elles soient du SegWit. Sinon, vos fonds sont à risque. Voilà, globalement. Ouais, merci pour ces précisions. Je pensais aussi à tous ces, comment dire, à tous ces node runners qui ont toujours les anciennes versions, qui ont des adresses legacy, donc qui ne connaissent pas le WTXID. Donc je me dis qu'eux aussi, ils sont un peu vulnérables par rapport à ça. Donc, du Ah coup, bah, aujourd'hui, ouais, les nœuds ouais, qui n'implémentent pas SegWit, ils sont potentiellement dans une situation compliquée. Mais après, exactement. pour eux, ce qu'ils voient, c'est des blocs de plus en plus petits, bizarrement. Mais oui, ils voient pas de script sig. Du coup, il y a beaucoup de script sig qui sont vides, donc c'est parce que. Mais en même temps, ils considèrent quand même les transactions comme valides parce que bah, même si le script sig il est vide, bien l'adresse correspond à anyone can spend pour eux. Donc voilà, ça c'est la beauté des soft forks. Juste une dernière question concernant justement cette course à vraiment essayer de trouver le plus petit espace sur le bloc pour pouvoir y fourrer, en fait, y mettre le plus de transactions possible. Au final, est-ce que c'est pas les gens de BSV, de tous ces autres forks Bitcoin, notamment les gars comme Roger Ver qui ont toujours voulu en fait, agrandir la taille des blocs? Est-ce qu'ils ont pas un peu gagné par rapport à ça? Ou bien est-ce que c'est un mal nécessaire que, que sont en train de faire tous les devs forts, quoi? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais ta remarque, c'est de dire, mais est-ce que le fait de chercher absolument à réduire la taille des blocs, en tout cas la taille occupée par les transactions aujourd'hui dans les blocs,
est-ce que c'est pas une manière de dire que ce qui compte, c'est de mettre le plus de transactions possible par bloc et que donc Exactement. Ok, alors c'est vrai que c'est vrai que moi je suis d'accord pour dire que euh, enfin que chercher absolument à mettre le moins possible dans les blocs en taille d'octets, c'est pas forcément c'est pas forcément la panacée quoi. On va dire souvent, mais après faut faire très attention parce qu'en fait on veut quand même que tout le monde puisse faire tourner un nœud, que ce soit toujours plus simple de faire tourner un nœud, ce serait bien. Donc, par exemple, dans le cas de CISA, ce serait super, par exemple, que eh bien, l'économie de taille de bloc qu'on fait grâce à CISA, bah, ça ne permette pas plus de transactions, parce que comme ça rend plus facile la validation des transactions, donc plus de nœuds pourront tourner pour pouvoir sécuriser le réseau. Donc ça, après, c'est voilà, c'est une décision qui est un peu plus compliquée et un peu plus polémique, à un compromis qui est compliqué à décider. Mais par exemple, on a eu dans d'autres spaces, on a fait des remarques sur certaines personnes qui décident que par exemple un OP return, c'est forcément une mauvaise chose. Parce que ça prend de la place et que c'est pas une transaction de Bitcoin, quoi. Mais là-dessus, euh, moi je pense que c'est un peu trop raisonné en termes de taille, alors qu'il y a aussi une question de compute, dont on a discuté un petit peu tout à l'heure. C'est important de voir aussi si c'est coûteux pour un nœud de maintenir quelque chose qui prendrait de la place. Mais s'il n'y a rien à valider dessus, moi je pense que c'est pas si grave que ça prenne un peu de place. Je pense que la taille des blocs aujourd'hui, elle est raisonnable, ça couvre les besoins. Je pense que les protocoles en deuxième couche, ils font très bien le boulot de déporter toutes les petites transactions qui n'ont pas forcément besoin d'être sur la blockchain. Voilà, donc je pense que là, aujourd'hui, étant donné qu'on arrive à avoir des blocs vides, des blocs en tout cas pas pleins très très régulièrement, je pense que c'est pas trop le sujet de réduire la taille des blocs le plus possible. Et notamment, on a vu que sur Taproot, là, le choix de retirer un octet de- des blocs pour, in fine, faire plein de problèmes sur plein de protocoles, bah, c'était peut-être pas le bon choix. Voilà. Après, c'est facile à dire a posteriori. Mais voilà, c'était peut-être une économie qui n'en valait pas la peine, quoi. Tout ça pour en plus juste économiser un octet de stockage, mais par contre, on n'économise rien du tout en termes de validation. C'est-à-dire que le coût de valider la transaction, il est toujours le même, lui. Donc, ok, on a économisé de la place, mais en fait, on n'a pas rendu la vie plus facile aux gens, en fait. C'est même les validateurs, même les full nodes. Donc, je pense que dans Bitcoin, on raisonne sur la taille des transactions parce que c'est plus simple à évaluer. C'est, c'est pas une mesure qui est très subjective comme le fait le gaz dans Ethereum où des fois il y a des trucs qui peuvent avoir des valeurs complètement aberrantes en termes de valeur de gaz et qui pourraient ne plus être à jour aujourd'hui d'ailleurs. Alors que bon, dans Bitcoin, on se dit bon, bah, c'est juste la taille qui compte. Mais il faut pas oublier aussi que le compute, ça compte et que bon, bah, il y a des cas où là, on a économisé de la taille, mais en fait, en termes de compute, on n'a rien gagné en mettant que les coordonnées X des clés publiques dans Taproot. Et il y a des cas où on va prendre de la place, comme par exemple les OP return pour les transactions de notification, des choses comme ça. Mais par contre, en termes de compute, on n'ajoute rien du tout. On n'ajoute vraiment aucune transaction supplémentaire à valider. Et il y en a qui trouvent encore le moyen de gueuler. Bon, je pense que je pense que je pense qu'il y en a qui exagèrent un petit peu effectivement avec le fait de vouloir économiser de la place sur la blockchain, quoi. Ils ont un petit peu oublié quel était l'objectif de départ, quoi. L'objectif de départ, c'est de ne pas faire une blockchain la plus petite possible. L'objectif, c'est de faire une blockchain que tout le monde peut maintenir. C'est pas la même chose. C'est lié, mais c'est pas la même chose. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci beaucoup tout le monde. Ouais, parfait, on va pouvoir arrêter là, je pense, hein. Oula, je pense tout. Bon, voilà, je pense qu'il y a, je sais pas si après d'autres personnes ont d'autres questions, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire puisque pour l'instant, on en reste au stade très théorique hein, sur CISA. C'est- On a bien préparé le terrain avec Entroute avant, je pense. Donc, Ouais, parce que ouais, c'était cool. si on devait réexpliquer entre route, là, on y repasserait encore 3/4 d'heure, c'est à peu près sûr. Ok, bah super, bah bonne soirée les gars.
À la semaine Ouais, bonne prochaine soirée. pour C'est cool. Harley. Semaine prochaine, Harley. On va pouvoir creuser ça pour voir Carrément. un peu ce qui Ouais. nous attend. Merci à tous, bonne soirée. Allez, merci. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!